Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Cher Jacques, bonjour, nouvelle émission de rentrée. Ça a été les grandes vacances. Oui, Mais bon, bonjour Lionel et bonjour tout le monde. la semaine dernière, j'ai été un petit peu responsable de mon absence. Mais voilà, nous reprenons notre rythme de libre santé avec le docteur Jacques Lacroix. Et tiens, je vais en profiter, c'est pas la brosse à reluire, mais lui, il est très timide sur tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Donc, je vais le dire. Premièrement, président de SOS Médecins. Oui, ça c'est fini, je le Oui, fus. mais- Je le fus, oui. Bon, à Bordeaux et à Paris. Et pour national, oui. Hein? Oui. Bon. Écriture de 4 bouquins. 5 bouquins. Alors, c'est moi qui suis en retard. 5, mais je ne l'ai pas vu, le 5e. S'il est sorti Si. il y a un an à peu près. Hein? Pardon. Et alors, les titres, le premier, ça, je m'en souviens. Le premier, c'était Quelques vérités sur la médecine française. Petite parenthèse, ces bouquins, on les trouve encore? Ah oui, oui, on les trouve. Le premier Où? est peut-être épuisé, je ne sais pas. Chez Mola, par exemple, à Bordeaux, ou sur Amazon, à la FNAC, ils y sont peut-être pas tous. Il doit y en avoir 3. Il y en avait 3 au moins. Mhm. Et puis des citres ou D'accord. enfin, Alors, le premier, le titre, c'était... Quelques vérités sur la médecine française. D'accord. Le deuxième, Le deuxième, c'était Malade ce qui vous attend. bien. C'est encourageant. Oui. Le troisième, c'était La médecine interpellée. Oui. Le quatrième, La médecine connectée. Et le dernier, La médecine. Pourtant, c'est le plus proche. Ouais, la médecine en France, chronique d'un désastre annoncé. D'accord. Voilà. Bon, et puis, le docteur Jacques Lacroix écrit dans Boulevard Voltaire, qu'on peut retrouver sur Internet. On voit souvent la rédactrice en chef sur CNews. Passe souvent à la télé, oui. Oui. Oui, oui. Et Boulevard Voltaire, c'est un quotidien informatique qui est de libre accès. C'est le code, c'est bvoltaire.fr. Et là, il y a des nouvelles comme un quotidien, quoi. C'est pareil. Et là, maintenant, moi, j'ai pris une rubrique santé, pas toutes les semaines. Alors, vous la retrouvez aujourd'hui sur notre page Facebook. Oui, ça, c'est Elle y est. l'article qui doit sortir jeudi prochain. Alors, en plus, CLC, bon, on a une primeur, et c'est avant Boulevard Voltaire. Voilà, ça va sortir. Et l'article de cette semaine sera sur ce qui attend Madame Darrieussecq, le nouveau ministre de la Santé, Nommé ce week-end, et entre autres le déficit des hôpitaux publics, qui, d'après le responsable, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin un des responsables de l'hospitalisation publique, doit s'élever à 2 milliards pour cette année. et le cumul. Le cumul, je sais pas. Mais enfin, bon, c'est catastrophique, quoi. Est-ce que c'est, du reste, moi je me posais la question, est-ce que c'est récupérable? Non, sûrement pas. Alors, le problème qu'on peut se poser, c'est de savoir si la santé doit être rentable ou pas. C'est-à-dire, la santé, c'est comme l'éducation nationale ou la défense nationale. Il faut investir dedans, mais on ne peut pas espérer en retirer beaucoup d'argent. Donc... C'est ce qu'il disait autrefois, du reste. Moi Oui, j'ai oui. entendu dire déjà, hein, la santé, c'est pas quelque chose de rentable. Alors depuis quelques années, les administratifs essaient de rentabiliser la santé. Ils n'y arrivent évidemment pas parce que la population vieillit, donc nécessite de plus en plus de soins, et parce que les techniques médicales coûtent de plus en plus cher. Mais il faut savoir de quelle médecine on veut. Moi, quand j'étais jeune interne, quand on recevait un traumatisé crânien, on le mettait dans une chambre et on se disait, si demain il est toujours vivant, il s'en sortira.
Maintenant... Ça, c'est grave quand même. Oui, mais on n'avait rien à faire, on ne pouvait rien faire. Alors, donc, maintenant, on fait un scanner, on fait une IRM, et si on voit qu'il y a un hématome, on ouvre la boîte crânienne et on sort l'hématome. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais on sauve le type, mais ça coûte plus cher. Bon, et tout est comme ça. Donc, il ne faut pas s'étonner que les frais des soins, les frais sanitaires augmentent. Par contre, que les frais de l'hôpital public augmentent d'une telle manière, là, il y a quand même des questions à se poser, surtout quand on voit qu'au cours des dernières années, le budget relatif aux soignants a diminué de 1,5% et le budget relatif aux administratifs a augmenté de 1,5%. Il se trouve qu'on est parmi les pays d'Europe qui avons le plus d'administratifs dans nos hôpitaux. On se demande bien à quoi ils servent. Et par rapport à l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, c'est 21% du personnel qui... Non, ils ont 21% d'administratifs en moins que nous dans les hôpitaux. Alors, moi, ça va mieux ? Ah, mais ça marche bien, les hôpitaux allemands, oui. Dire que ça marche mieux que nous, peut-être pas, mais moi, j'ai connu les hôpitaux quand j'étais jeune médecin, où il y avait, par service, il y avait une surveillante, au point de vue infirmier, il y avait une surveillante, et à la direction, il y avait une responsable des surveillantes. Bon. Quand j'ai quitté l'hôpital dans les années 2006 ou 2007, il y avait par service une surveillante. Au-dessus, pour 2 services, il y avait une surveillante chef. Au-dessus, encore une surveillante sur chef, et puis encore une autre. Donc, et qui passaient leur temps à se réunir pour savoir de quoi ils allaient discuter. Sauf celle qui était dans le service, qui elle bossait vraiment. Bon, et je pense qu'à tous les échelons, c'est un peu comme ça. Donc, il faudrait peut-être se poser d'abord des questions sur l'administration des hôpitaux avant de s'en poser pour savoir s'il faut réduire le nombre d'aides-soignants ou d'infirmières ou de médecins. Alors les médecins, pour le réduire, c'est pas compliqué, on n'en trouve plus. Donc là, il se réduit de lui-même. Mais les aides-soignantes et les infirmières, on réduit leur poste, enfin tout au moins on ne les augmente pas en fonction de ce que ça devrait être. Donc les soignants ont de moins en moins de temps à passer par malade. Et ça se fait au détriment des malades. Donc je pense que Madame Rieussec, si elle veut... Alors est-ce que vous la connaissez ? Non, pas du tout. Je sais que c'est une élue des Landes, de Mont-de-Marsan. Je ne la connais pas du tout. Mais je pense que c'est quelqu'un de compétent. Hein. Mais est-ce qu'elle aura les moyens de faire quelque chose ? Et le temps. Et le temps, oui, en plus, oui, là, parce que là... Et parce qu'il y a les hôpitaux publics, gros problème. L'hospitalisation privée qui va pas trop mal, mais enfin, il y a des problèmes quand même qu'il faudra résoudre. Et puis, il y a toute la médecine libérale. Qui, avec les déserts médicaux, avec le non-accès aux soins rapides. On a oublié de dire quelque chose, que vous êtes un des créateurs de ADCLIM à Libourne. Oui. Enfin, je suis le créateur, oui, effectivement. Le créateur. Ouais. Bon, alors. Donc, non, mais ça, moi j'en ai profité. Je le dis aux gens de la région, de tout le Libournais. Si vous êtes embêté que vous ne trouvez pas de médecin, allez à ADCLIM. Le numéro de téléphone, c'est le... Bon, vous allez le trouver sur Internet, de toute façon, même sur Google. ADCLIM, c'est à côté de l'église de l'Épinette. C'est en face, oui. Voilà, et vous êtes ouvert le soir, maintenant, à partir de 20h ? On est ouvert à partir de 20h, tous les jours. Jusqu'à 23h. Et sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Le samedi et le dimanche, on est ouvert toute la journée, sans rendez-vous aussi. Et en semaine, maintenant, on est ouvert l'après-midi, mais pour ça, il faut prendre rendez-vous, il faut aller sur Doctolib et prendre rendez-vous avec les 2 médecins qui font la garde. Qui font la garde l'après-midi. Et de quelle heure à quelle heure ? De 14 à 19h, à peu près. Alors, ADCLIM, le numéro de téléphone, voilà, c'est le 05 57 51
66 90. Et du reste, l'idée de ce service était un petit peu pour désengorger les urgences. Oui, et puis pour que les gens puissent trouver un médecin, parce que maintenant, il y a beaucoup de médecins qui ont pris leur retraite, les gens se retrouvent sans médecin. C'est vrai. Et comment faire ? Ah, mais moi, j'ai du monde autour de moi qui n'ont plus de médecin traitant. Et oui, voilà. Et les médecins qui ont des malades, ils sont déjà surbookés, donc ils ne veulent pas en prendre d'autres. Alors, avant de commencer notre émission, moi, je voudrais dire 2 mots. On vient de parler, le docteur Jacques Lacroix vient de parler de l'hôpital. Moi, je vais vous parler de l'hôpital de Libourne. J'ai eu des problèmes de santé assez sérieux. Et là, j'ai un cri de colère à passer. Je me l'étais promis. Bon, j'ai rien à cacher. J'ai fait 2 AVC et au service de... mince, pour la tête. Des urgences ? Oui. Non, pas les urgences. Là, je dis bravo aux urgences de Libourne, du reste, parce que moi, j'ai été très bien accueilli, m'ont pris en charge de suite, examen de suite, tout. Bon, le seul petit truc, c'est qu'on me proposait de passer la nuit dans le couloir. Bon, ça m'a moins plu, et donc je suis rentré chez moi. Mais en neurologie. Voilà, neurologie. Et donc, voilà, un service à Libourne qui est une véritable, pour moi, je n'engage que moi, Lionel Chalex. C'est une catastrophe. J'ai rencontré des médecins menteurs, je dis bien, j'ai pas peur des mots, et je peux le prouver quand on veut. C'est une catastrophe. Voilà. Moi, j'ai passé pas un très bon moment. On m'a fait venir dans ce service alors que j'avais rien à faire parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Donc là, pour moi, c'est un 0 pointé. Par contre, l'année pour moi est un peu difficile. J'ai fait un infarctus, je suis allé en cardiologie. Alors là, le tapis rouge, quoi. Service cardiologie à Libourne. Je dis, mais vraiment, tapis rouge. Voilà, vous êtes quelqu'un de considéré. Je ne rentre pas dans les détails. Moi, je dis merci au service cardiologie de Libourne et bravo aux médecins que j'ai pu rencontrer. J'ai terminé pour mon AVC au Tripode de Bordeaux, où là, voilà, bien évidemment, il n'y a absolument rien à dire. Ce sont des gens compétents, l'accueil irréprochable, on ne se fout pas de vous, on ne vous ment pas, comme à Libourne, et voilà. Bon, moi, il m'est arrivé, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il m'est arrivé un truc vraiment... bon, pour l'instant, je l'ai sous le coude, du reste, c'est pas complètement terminé, mais c'est une... Ça, c'est mon téléphone qui est pas coupé. On va baisser au moins le son. J'arrive pas à refuser le... Hop, voilà. Bon, c'est peut-être pas terminé, cette histoire, mais vraiment, je parle pas pour le personnel, infirmière, aide-soignante. Je parle là pour des médecins, je suis sévère. Mais moi... Mon passage de quelques jours au service neurologique de Libourne a coûté cher pour rien, puisqu'on ne m'a rien fait. Et c'est au service neurologique que tout s'est passé dans le meilleur des mondes, du reste. Voilà. Bon, j'avais dit que je pousserais mon coup de gueule à la reprise de cette émission. Je l'ai fait. Mais maintenant, moi, ça me revenir à l'hôpital de Libourne, je vais y aller en reculant, quoi. À part les services que j'ai rencontrés, le service cardiologie, par exemple, bon, là, j'ai rien à dire, mais moi, ça me fait peur. C'est le fond de ma pensée. Bon, voilà. Je stoppe. Tant pis. Bon, on va faire une petite pause musicale après ça. Oui, après ça, oui. Et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, nous nous retrouvons pour cette émission Libre Santé et nous allons parler de quelque chose qui est devenu très très courant maintenant. Moi, j'ai toujours été, pourtant je suis un ancien fumeur, j'ai arrêté il y a de nombreuses années, mais ce procédé m'a, je ne sais pas, toujours laissé avec une suspicion, c'est le vapotage. Beaucoup de gens qui fumaient
essaient de se libérer du tabac par le vapotage. Oui, et puis on a tendance à vapoter un peu, quelquefois n'importe quoi. Et c'est encore autre chose, oui. Ouais, donc les chercheurs qui se sont penchés sur le problème, il y a des chercheurs, et ils ont observé un effet néfaste pour les poumons, qui n'est pas le même que celui lié au tabac, mais enfin il y a quand même un effet néfaste. Et lequel ? Alors, il y en a plusieurs. Donc le dernier congrès de la Société européenne de pneumologie, ce sont des Anglais qui ont présenté les résultats d'une nouvelle étude. Et ils disent que les utilisateurs, cette étude montre que les utilisateurs de cigarettes électroniques ont des capacités pulmonaires aussi amoindries que les fumeurs lors d'un exercice physique. C'est énorme. Voilà, c'est-à-dire que c'est peut-être pas les mêmes dangers en termes de cancer du poumon et tout ça, mais sur la capacité pulmonaire, ça réduit les capacités pulmonaires. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers le vapotage pour décrocher du tabac, et ils pensent que la cigarette électronique est meilleure pour la santé, mais d'après les dernières données de Santé publique France, en 2022, il y a 7,3% des 18-75 ans déclarés vapoter. C'est énorme. Et dont 5,5% quotidiennement. Voilà. Alors, ces études montrent que le vapotage provoque quand même une inflammation des tissus pulmonaires, et ce qui peut entraîner des modifications au niveau de la vascularisation pulmonaire. Donc les vaisseaux sanguins sont moins bien oxygénés. Et celui qui dit ça, c'est un médecin qui est maître de conférence en physiologie cardio-respiratoire à l'université de Manchester au Royaume-Uni. Bon, c'est pas dans le Sud-Ouest qu'on a trouvé cette information là. C'est assez... Voilà. Alors, ils ont fait par la suite dans le cadre de cette étude, des volontaires se sont soumis à des tests d'exercice progressifs afin d'observer les réponses du cœur, des poumons et des muscles. Et les analyses de sang ainsi que les échographies pratiquées ont permis d'analyser le fonctionnement de leurs artères. En moyenne, le groupe de jeunes vapoteurs avait une capacité d'exercice maximale inférieure à celle du groupe qui ne vapotait pas. Mais pas négligeable, hein, c'est-à-dire que les uns arrivaient à 186 watts, les autres à 226 quand même. Et ceux qui vapotaient avaient une capacité pulmonaire et cardiaque similaire à celle du groupe de fumeurs de tabac. Donc ils avaient peut-être moins de risques du cancer, mais l'inconvénient sur la respiration et le travail cardiaque était le même. Moi, ce qui m'a toujours fait peur, un peu, je le dis même à passer pour ridicule, mais ce qui m'a toujours embêté, c'est cette humidité qu'on rentre dans les poumons. Oui, là, l'humidité, c'est peut-être pas le plus embêtant, mais par contre... Cette vapeur, hein, c'est une vapeur. Dans cette vapeur, il y a des substances dissoutes, hein, et il y a une telle variété de substances qu'on peut mettre dans les trucs que certaines sont sûrement beaucoup plus nocives que d'autres. Bon. Alors, en conclusion, cette étude a montré quand même que les vaisseaux sanguins des vapoteurs et des fumeurs tabac fonctionnent moins bien. Les fumeurs et les vapoteurs présentent une respiration excessive, mesurable lorsqu'ils utilisaient des vélos d'exercice. Donc, ça a un effet sur le tissu pulmonaire, parce qu'ils avaient plus de mal à respirer, leurs muscles se fatiguaient plus vite, et donc sur ce domaine-là, je ne parle pas des cancers du poumon, mais sur le plan de la nocivité en tant que performance pulmonaire et cardiaque, le vapotage n'est pas meilleur que le tabagisme. C'est aussi nocif l'un que l'autre. Bon, alors,
on va laisser de côté le vapotage, mais il y a aussi ceux qui utilisent la chicha. La chicha, oui. La chicha, c'est les pipes à eau, là, qui sont à la mode. C'est très oriental. C'est le narguilé, quoi. Est-ce que c'est interdit en France? Non, apparemment, non. Mais on va en parler, justement, oui. Mais il ne faut pas croire que c'est moins nocif que le tabac, c'est les mêmes, semble-t-il, beaucoup plus. Et ouais. La chicha ou le narguilé, c'est une pipe à eau, quoi, hein. C'est-à-dire que l'air est aspiré dans un récipient qui contient de l'eau et avant que la fumée n'arrive dans la bouche, elle passe dans l'eau d'abord. Le tabac chicha, lui, est composé de 25 à 30% de tabac seulement, qui est mélangé avec de la mélasse, c'est du sirop noir de sucre, quoi, qui lui donne un aspect pâteux et poisseux. Et puis, ils ajoutent souvent des arômes de fruits, de pommes, de fraises, de noix de coco, etc. Bon. Ce qui fait que ça crée une quantité de goudron et de nicotine qui est aussi élevée que dans une cigarette. Même si la part des métaux lourds, comme le chrome, le plomb, le nickel, est moins important. Mais ce tabac est généralement parfumé et chauffé avec du charbon sur un foyer. La fumée est expulsée par une pipe, absorbée par le fumeur, par le biais d'un tuyau. Et la combustion plus douce que celle d'une cigarette génère davantage, par contre, de monoxyde de carbone. Alors, c'est pas du tout anodin, quoi, hein. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'usage de la chicha concerne quotidiennement plus de 100 millions de personnes dans le monde. C'est énorme. Ce qui est quand même pas mal. Et dans les 20... On en voit beaucoup dans les pays orientaux, quoi, hein. Oui. Orientaux. Mais on en voit quand même pas mal chez nous. Alors en France, c'est réglementé quand même. La composition du tabac à chicha est réglementée. Sa consommation et sa vente sont réglées par une réglementation comme tous les produits du tabac. Et depuis la loi E20 là, sur l'interdiction de fumer s'applique à tous les lieux à usage collectif. Et on n'a pas plus le droit de fumer de la chicha que de la cigarette, quoi. D'accord. Mais il y a les bars à chicha. Alors ces bars-là doivent respecter certaines dispositions spécifiques. C'est-à-dire que parce que oui, on n'a pas le droit de fumer dans les bars normaux, mais dans les bars à chicha, on a le droit. Alors, c'est une... Comment Dans les bars normaux. On n'a pas le droit de fumer de la chicha? Non, dans les bars normaux, on n'a pas le droit de fumer du tabac. Mais dans les bars à chicha, on peut fumer la chicha. Alors, il faut savoir que dans ces bars-là, on demande qu'il y ait un membre du personnel qui ait un permis d'exploitation. Bon, enfin, tout ça, c'est un peu hypocrite, mais c'est comme ça. Et ces bars à chicha sont soumis à une licence, tout comme pour délivrer de l'alcool, quoi. En France, on est quand même, on est quand même assez particulier, quoi. On reconnaît que c'est dangereux, oui. Mais on peut obtenir une licence professionnellement, donc, pour en fumer dans un endroit public. Bon, alors bien sûr, c'est signalé bar à chicha, mais quand même. Oui, parce que les preuves scientifiques maintenant montrent que la filtration par l'eau de la fumée ne la rend pas moins dangereuse et que les risques pour la santé sont aussi importants que ceux de la cigarette traditionnelle. La chicha permet à des produits cancérigènes issus de la fumée, comme les hydrocarbures polycycliques, de passer dans les poumons car ils ne sont pas stoppés par le passage dans l'eau. D'accord. Donc le fait que ça passe dans l'eau, ça ne sort pas du tout là. Le reste, cette eau qui est dans la chicha, est-ce qu'elle change de couleur? Non. Je ne sais pas, peut-être, il y a peut-être quelques goudrons qui s'y déposent. Mais enfin, il faut quand même se souvenir qu'une seule séance de chicha a le même impact sur la santé que le fait de fumer 20 ou 30 cigarettes. C'est-à-dire équivalent à un paquet de cigarettes. Hein, c'est pas anodin.
Et l'État vous donne le droit de fumer ça. Bah oui, chacun est libre. Hein. Bon, Oui. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des intoxications au monoxyde de carbone, un petit peu, comme les cigarettes, une irritation des voies respiratoires, une augmentation du risque des maladies pulmonaires chroniques, un risque accru de transmission d'infections respiratoires parce que l'humidité dans le tuyau de la pipe favorise la croissance de micro-organismes, des effets cardiovasculaires, une dépendance à la nicotine identique à la cigarette si c'est pas plus, et puis tous les effets néfastes pendant la grossesse sur la mère et le fœtus, tout comme la cigarette, même si c'est pas plus. Donc, il y a le risque du cancer du poumon qui persiste. Autant on en parlait peu avec le vapotage, mais là avec la chicha, il est bien réel. Tout comme le risque de cancer de la vessie, qui est quand même lié au tabac aussi. Donc, c'est pas du tout anodin, fumer la chicha. Il ne faut pas croire que le fait que la fumée passe dans l'eau, ça va c'est cette idée qu'on a dans la tête en oui, disant « non, ça risque rien ». La fumée passe dans l'eau, donc bon, c'est filtré. Non, pas du tout. Et les résultats des études qui ont été faites et les données qui ont été analysées montrent que la mortalité par cancer existe bel et bien. Et c'est même une mortalité par cancer qui est un peu plus élevée même que par les cigarettes. Je suis en train de chercher les chiffres là. Bon, peu importe si on ne donne pas les chiffres, mais... Oui, non, mais le principal, c'est de dire que ça... voilà, la chicha, on en meurt. Oui, je suis direct, mais bon, voilà, c'est pas anodin. Non, et le risque chez les fumeurs de chicha, le risque de mortalité par cancer est accru par rapport au risque de la cigarette. Quand même. D'accord. Oui, c'est encore plus fort. Donc. Oui, c'est encore plus fort. Oui, alors là, c'est aussi important de le dire. Quoi. Donc... Bon, ben, je pense que vous aurez appris certaines choses. C'est pas anodin. Ouais, vous devrez peut-être réfléchir autant sur le vapotage que sur la chicha, comme on parlait à l'instant. Je cherchais là l'utilisation exclusive d'une pipe à eau multiplie par plus de 2 le risque de mourir d'un cancer du poumon par rapport aux non-fumeurs. Un chiffre supérieur à celui qui est lié à la cigarette. Et le risque est même multiplié par 4 pour le cancer de l'estomac. Donc voilà, évitez de fumer la chicha. Oui, c'est pas encourageant. Hein. Non. Bon, on va faire une pause. Et puis, on va peut-être faire un dernier sujet. Oui, un dernier sujet, oui. Pour aujourd'hui. Alors, une petite pause. Voilà, notre dernière séquence pour cette émission Libre Santé. Et là, nous allons parler avec le docteur Jacques Lacroix, qui est à mes côtés. Nous allons parler des poils du nez. Oui, enfin des poils en général. Des poils en général. C'était mon expression. Ce sont les poils du nez ou les poils du pubis. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Parce que il y a une grande mode qui n'existait pas il y a 40 ans, hein, de se faire épiler ou de se raser plus qu'autrefois. Alors ça, je ne sais pas si ça ne viendrait pas de certains pays. Possible. Du Maghreb. C'est possible, oui. Oui. Parce que eux, je crois bien, ont certaines habitudes. Alors, quand... on peut parler déjà, on peut commencer par le haut, les poils du nez. Alors, il faut savoir qu'on a toujours peur, évidemment, qu'il y en ait qui dépassent, mais ils sont nécessaires à notre bonne santé parce qu'ils permettent de filtrer les impuretés qu'on respire, de bloquer les poussières. Et les microbes, peut-être. Et une partie des microbes, oui. Donc, en arrachant ces poils, on prend le risque de laisser entrer des bactéries qui ne seraient peut-être pas rentrées, et en plus on laisse de la muqueuse, donc on risque de créer un panari ou un furoncle.
Donc il vaut mieux, alors s'ils dépassent, si vos poils du nez dépassent, vous les coupez avec des ciseaux propres, et puis voilà, quoi. Mais il ne faut pas essayer de les arracher. Ça, c'est pour les poils du nez. C'est pour les poils du nez. On va continuer avec le visage. Alors... le duvet. Le duvet. Alors, est-ce que c'est plutôt pour les femmes que pour les hommes? Oh, je pense, oui, sûrement, oui. Dans l'article que j'ai, là, ils disent qu'il ne faut pas s'épiler le visage comme on le ferait avec les jambes ou les aisselles, parce qu'on risque de rendre les poils plus drus, oui, et que la zone ne devienne plus poilue. Alors, je sais bien qu'il y a des femmes qui maintenant veulent ressembler à des hommes, qui pointent, mais bon. C'est pourquoi le rasoir, la crème dépilatoire ou l'épilateur électrique sont à prohiber pour le visage. Donc dans l'article, il conclut, si vous voulez, au besoin, faites une décoloration, mais n'arrachez pas le duvet du visage. L'homme de Cro-Magnon revient. Oui, peut-être quand même pas encore tout à fait, mais... Ensuite, les poils du pubis. Alors ça, c'est... On descend d'un cran. On descend d'un cran. Oui, il y a les poils sous les bras aussi, qu'on peut s'épiler ou se... Oui, mais il faut que ce soit après désinfecté un peu pour pas créer de panarie. Ah bon? Oui, ça peut s'infecter facilement. Mais il suffit de désinfecter, puis voilà. Alors, l'épilation des poils du pubis favoriserait les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Comme le révèle une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal, parce que quand on retire tous les poils du pubis, ils ne peuvent donc pas assurer leur rôle de protection. Et on est donc plus susceptible de contracter des mycoses ou des infections urinaires, vu qu'il y a un contact de peau contre peau. Et évidemment, c'est encore pire si on porte des vêtements serrés qui peuvent causer chez les femmes des vulvodynies, c'est-à-dire des irritations de la vulve, qui peuvent créer des douleurs vulvaires persistantes, parce que ça peut créer des mycoses qui persistent, etc., etc. Donc, en général, pour le pubis, dans cet article, il déconseille la crème dépilatoire et le rasoir. Ils disent plutôt de préconiser la cire chaude ou froide, plutôt que les crèmes dépilatoires ou le rasoir. Alors, donc, voilà. Hein. Mesdames... Faites ce que vous voulez. Bon. Et puis après, il y a un petit entrefilet sur les poils des grains de beauté. Vous savez que les grains de beauté sont... quelquefois, il y a des poils dessus. Bon. Et alors, les avis divergent là. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux pas y toucher avant d'avoir demandé l'avis d'un professionnel. Selon certaines sources, toucher à ces poils pourrait causer un cancer de la peau, mais à condition de les arracher. Mais si vous voulez juste les couper pour pas qu'ils soient... Bon. D'autres affirment que ça n'a aucun impact sur la transformation du grain de beauté en cancer. Mais il faut pas prendre, il faut demander l'avis, soit à votre médecin, soit à un dermatologue, parce que les grains de beauté, ce sont des endroits... Vous arrivez à avoir un rendez-vous. Oui, oui. Les grains de beauté sont des endroits où la peau est très fragile, et il vaut mieux oublier, après tous les outils comme la pince à épiler ou autre, si ça vous gêne, vous pouvez couper les poils qui dépassent, mais surtout ne les arrachez pas. D'accord. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci mille fois pour cette première émission de rentrée. Vous la retrouverez mardi prochain, puisque vous savez que on rediffuse cette émission, et nous, on se retrouve en direct dans 15 jours pour une nouvelle émission, et c'est tout. Bonne continuation, cher docteur Jacques Lacroix. Si des fois vous avez des questions par rapport au sujet que nous avons traité aujourd'hui, vous pouvez nous écrire soit sur notre boîte email, CLC Web Radio, ou alors sur notre page Facebook aussi. Hein. Voilà. Vous avez plusieurs moyens de nous contacter. Merci à
Gérard Pommier qui était là au son et à la vidéo. À 15 jours. À bientôt. Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé.